ça devrait démarrer 18h30, c'est bien, ponctualité. Voilà, donc on est revenu dans la salle du conseil municipal, que j'apprécie. On a appliqué au mieux notre protocole sanitaire, donc on gardera nos masques, voilà, la salle du conseil. Et puis on va commencer bien, par les choses habituelles, c'est-à-dire Marie-Va qui va faire la fête, le 2. Présent. 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 Nicolas Carpenter. Présent. Denis Perra. Présent. Jean-Marie Taguier. Présent. Maria Dubé. Présent. Didier Cassé. Et il arrive, Présente. Laurent Tatenko à donner procuration de M. Perret. Ali Carrara. Présent. David Aumont. Présent. Pierre Coury. Présente. William Fell. Présent. Annie Delsol. Présent. Mathieu Oliveira. Présent. Liliane Villalba. Présent. Paul Colbert. Présent. Delphine Ducor a donné procuration de la université. Stéphane Petit. Présent. Moi-même. Olivier Dula. Présent. Daniel Vidal. Présent. Laurent Lacroix. Présent. Thérèse Guerrier. Présent. Jean-Louis Dubuis. Présent. Très bien, merci bien. Bon, on va commencer par les choses habituelles. Est-ce que vous avez des observations sur le dernier PV là, du 10 juillet 2020? Il y avait un prénom à changer, qui est donc Arstide, la croix avec Laurent, et puis voilà. Pas de problème? Oui, bonjour. Il y a une phrase un peu bizarrement tournée sur la DM 62, recrutement d'agents non titulaires. L'avant-dernière phrase, dans un terme mot, vous avez débuté le mot au dernier moment, et c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Monsieur le maire, charge monsieur le maire du recrutement et de l'habilite et de l'habilite. D'accord. Donc, d'autres petits remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Il a trouvé la communauté. Voilà, alors, la première des lignes porte sur la constitution d'un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de mise en conformité du lac des Héros. Alors, pour l'anecdote, ce conseil municipal, en fin de compte, a provoqué pour cette délibération, de façon à ce que la commission se réunisse lundi soir, pour qu'on puisse effectivement lancer l'appel d'offres assez rapidement. Alors, dans la délite que vous avez sous les yeux, il y a une petite rectification. En fait, c'est la Comcom qui réalise le groupement de commandes pour les travaux de réalisation des travaux de mise en conformité de la Ville des Héros. Donc, il y a l'intérêt de procéder au groupement de commandes pour la passation d'un marché public de travaux concernant la mise en conformité de la Ville des Héros. Alors, pour la commission, vous avez donné 1, 2, 3, 4, le 5e paragraphe. La commission d'appel d'offres, dont la présidence est assurée par le représentant du coordonnateur du groupement de commandes, alors sera composée d'un titulaire et d'un suppléant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. On a pris une décision en bureau lundi au niveau de la communauté de communes. Donc là, il faut que vous supprimiez. Sera composée, donc la commission d'appel d'offres sera celle de la communauté de communes et Molédière. Voilà. Donc on a voté dernièrement donc les membres, les personnes de poste, c'est ensemble. Voilà, ça paraît plus logique. Hein. Et donc vous supprimez la phrase que vous avez aussi, quand M. le maire propose le conseil municipal, l'avant-dernière phrase qui indiquait qu'il fallait désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres. Voilà. Alors c'est relativement important, donc ça a fait l'objet d'un débat lors de la dernière mandature, donc d'ailleurs l'article de l'opposition de M. Duby, justement, par rapport donc, au fait que le lac était dans un mauvais état, mais nous sommes des élus responsables, on avait déjà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, et en fin de compte, on va arriver donc à terme, puisque dans le planning, la délibération va lancer donc, le marché. Il faut que le bassin d'implantation soit réalisé donc, durant l'hiver, un peu de retard. Vous avez été destinataire d'un fichier, parce que vous l'avez tout le monde bien reçu. On ne répète pas les mêmes choses. Donc c'est un chantier assez important. Donc la communauté de communes
comme on a la compétence de continuité écologique, même ce qu'on a vu dernièrement, revient donc à charge de la commune, donc le changement des balles, les prises de fonds pour, justement, ce que je disais, pour diminuer le gradient thermique, hein. Alors, il y a le terme. J'essaie de rendre le mieux possible. Voilà, d'accord, voilà, pour parce que la session de pêche a observé donc un delta de température relativement important entre la tête de et puis la retenue. Donc, on a ça. Alors, on a discuté aussi, c'est pas noté dans les rapports, mais dans nos pourparlers depuis 2 ans, dans un premier temps, la DEAL nous a imposé une crue millénaire. Alors, je ne me rappelle plus le débit auquel je donnais de mètres cubes par seconde, mais en fin de compte, pour vous donner une ordre d'idée, la crue millénaire, l'eau aura de la peine à passer sous l'ouvrage, dans l'ouvrage qui est sur la nationale. Donc on est revenu en arrière, on a rediscuté, on était sur une crue de 300 ans, et enfin la dernière chose, on est une crue centenaire, et qui est quand même plus adaptée donc, à notre plan d'eau, et au bassin versant qui alimente donc le plan d'eau. Et on aura donc une revanche. Alors la revanche, c'est ce que vous coulez au-dessus de la retenue de 40 cm parce qu'il va modifier la passerelle. Et on va allonger la passerelle puisque la passe à poisson elle va déborder du petit chemin où elle se trouve actuellement. Et d'ailleurs, le coût le plus important, c'est la passe à poisson aux alentours de 250 000 €. Voilà. Donc la commune aura à sa charge pas la passe à poisson, mais le curage du lac, en tête de lac. Alors il y a des études de bathymétrie, j'ai donné mon accord d'ailleurs aujourd'hui sur la bathymétrie, c'est-à-dire qu'on sonde le lac et puis l'épaisseur de sédiments. Et on a estimé grosso modo 2000 m3 de sédiments donc, à déplacer. Et on les déplacerait sur le terrain que la commune a toujours utilisé, où il y avait donc un autocross qui est parallèle à la piste d'aviation. Voilà, donc ce qui a changé la commune. Donc je pense que... Ils ont fait les sédiments en restant là. Oui, donc si on fait des casiers, on les appelle chambres de sédiments. Et donc il y a des études chimiques sur les sédiments, donc accompagnées avec l'étude de bathymétrie. Bon, enfin, Sylvain Guérin est optimiste, hein, il n'y aurait pas de matière qui obligerait donc à traiter ces sédiments dans une usine, surtout à côté de Bordeaux. Sinon, il faut franchir là, on ne sortira plus au niveau finance. Voilà pour ce projet qui va. Alors donc, automne-hiver, le bassin de décantation. Ensuite, le lac sera vidé à la fin de la saison estivale 2021. Et donc, de septembre 2021 à mars 2022, si tout se passe bien, normalement, tous les travaux de comportement seraient réalisés avec le curage du lac. Et donc, il serait ouvert donc, à la saison de 2022. Voilà pour notre plan d'eau. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'on a un gros souci de vanne et puis le bassin de décantation qui, vous avez vu, 3500 m², 100 mètres par 35 mètres, hein, qui va permettre effectivement de retenir les alluvions de sédiments et qui transitent donc en aval des aéros. Les collègues ont demandé la profondeur, on avait retenu 1,20 m sur le niveau du lac. Les collègues m'ont demandé la profondeur du bassin. La décantation, moi j'ai retenu 1,20 m sur le niveau du lac, mais après je ne sais pas. Très bien, ça se donne un mètre, 1,8 m. Je ne sais pas quelle sera la profondeur. Alors après, donc, il y aura un profil en qui permettra de valider la profondeur du bassin de décantation. Voilà, donc, bon, ce que j'espère, et je croise les doigts, qu'il n'y ait pas d'amiante dans la démolition des bassins, hein, ce qu'on a évoqué la fois dernière. Alors les anciens qui avaient travaillé sur cet ouvrage-là, c'était du béton qui était coffré, et après c'était un liner hein, qui venait donc assurer l'étanchéité du bassin. Voilà pour ce qui est du plan d'eau, si je vous ai tout dit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les collègues? On a vu le projet ensemble. Voilà, un gros projet pour Règle-Fort. Hein. C'est bon? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous soumettre donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc il y a l'unanimité, je vous remercie. Puis on suivra les travaux au fur et à mesure de la réalisation et ne serait-ce du bassin de décantation et tout ceci. Bon, la deuxième délibération concerne la modification du protocole d'accord sur l'aménagement du plan de travail de la collectivité. Donc, c'est une petite réplique qui va faire la lecture.
Monsieur le maire rappelle que par une délibération en date du 11 avril 2018, le conseil municipal a approuvé le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail de la collectivité qui est entré en vigueur le 1er juillet 2018. La finalité était de modifier les modalités d'aménagement du temps de travail en vigueur dans les services municipaux depuis le 1er janvier 2002 afin de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires sur le temps de travail et de s'adapter à l'évolution de l'organisation municipale. Le nouveau protocole d'accord cadre fixe les règles communes à l'ensemble des services des agents de la commune et du centre communal d'action sociale en matière d'organisation du temps de travail sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale. Il poursuit 3 objectifs principaux. La mise en conformité à la réglementation en vigueur sur le temps de travail, la garantie de l'équité entre les agents et les services en matière d'organisation du temps de travail, le maintien d'une large ouverture des services municipaux à la population dans un contexte de réduction des effectifs. Il définit les dispositions générales concernant le temps de travail, l'organisation des cycles de travail, les jours de RTT, les heures complémentaires et supplémentaires, l'organisation du temps de travail, les congés annuels, le compte épargne-temps, ainsi que les autorisations spéciales d'absence. Ce protocole fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation annuelle par un comité de pilotage constitué pour moitié d'élus et de représentants du personnel désignés lors de la réunion du comité technique du 29 novembre 2018. Toute modification du présent protocole sera soumise à l'avis préalable du comité technique et à l'accord de l'Assemblée délibérante et devra se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur sous peine d'annulation. Le comité technique, lors de sa séance du 30 juin 2020, a émis un avis favorable sur les modifications à apporter. Elles sont listées ci-après. À l'article 3.2, rajout de la cellule conception graphique Internet vie associative. L'intitulé de l'article 3.6 a été modifié et devient « Les membres de l'équipe de direction et le responsable du pôle culture et communication ». Ces modifications prendront effet au 1er août 2020. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le nouveau protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail de la collectivité. On avait travaillé donc avec les représentants syndicaux de la collectivité, c'est-à-dire qu'il y a des gens de l'UNSA et de l'EFO assez longtemps, justement, là, je me souviens que le temps de travail, quand on l'avait ramené à l'année, qui doit être de 1607 heures, s'est aperçu qu'il était de 1550 heures, il m'a fait 50 heures de la balance, donc c'est un peu gênant quand même pour au sein de collectivité que le temps ne soit pas rendu donc, pour les étonner et pour l'ensemble. Donc on a tout recalé, et puis en accord avec eux, d'ailleurs, ils ont fait des propositions, on a défini des jours de RTT, c'est ce que vous avez dans le protocole d'accord. Voilà, alors il y a peut-être des erreurs à la marge, je ne suis pas trop spécialiste, mais je sais qu'on avait travaillé longuement, sur ce que vous avez donc à la page 5, sur le nombre de jours à l'année, en mettant le nombre de jours hebdomadaires de recours, de jours fériés, de jours bruts de travail, nombre de congés supplémentaires et les avantages de recours que la commune n'a pas fait. J'ai une question, Charles. Ouais. Concernant donc, les avantages locaux, je comprends que ce sont des journées donc, qui sont données par le maire ou qui sont attribuées pour le compte, mais je comprends que ce n'est pas des heures qui ne sont pas travaillées. En fait, les agents travaillent un peu plus tout le long de l'année pour avoir droit à ces 4 jours. Donc ils ne sont pas cadeaux. Si j'ai bien compris. C'est 1607 heures à la fin qui doivent. Oui, oui. Donc c'est 35 heures, non, c'est pas cadeau, c'est pour arriver à 1607 heures à la fin, donc 35 heures par semaine. Oui, donc quand on le lit en avantages locaux, on pourrait se dire qu'ils sont cadeaux, mais en réalité, ils sont travaillés. Oui. Oui.
Et donc les syndicats, ils ont été au moment des comités, des divers comités, Ah oui, tout à fait. comités de suivi, ils ont été d'accord. Ouais. On a défini, si tu veux, Par contre, on a défini le langage. C'est la première fois que je travaillais sur ce protocole d'accord. Ma carrière, il y avait tout ça. Donc, je trouvais que c'était relativement intéressant. Puis, c'était une façon de travailler service par service, hein, les services administratifs, les services techniques, les services des écoles, de la bibliothèque, les CDMA, et puis donc tu as rajouté tu as travaillé sur le rapport où on est arrivé donc à un consensus, hein, on a validé à l'unanimité donc avec les représentants élus et les représentants des personnels. Voilà, donc on nous soumet donc à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, on arrive à la fin de la restauration, des marchés de restauration collective, et c'est Denis Perra, la cliente dans ce domaine, qui va nous présenter la délibération, c'est la mieux placée. Oui, comme M. le maire l'a rappelé, le marché de la restauration scolaire expire au 31/12 et donc il convient de le renouveler. Donc, pour ce faire, il est proposé de constituer un groupement de commande en application des dispositions de l'article L203-6 du Code de la commande publique. Ainsi, ce groupement de commande aura pour objet d'attribuer l'appel d'offres constitué de 2 lots. Le lot 1 concernera la fourniture et la livraison des repas pour la commune d'Égletons et la communauté de communes en liaison chaude, et le lot 2, la fourniture et la livraison de repas pour la crèche communautaire en liaison chaude. La signature de la convention est soumise à l'approbation préalable de chaque assemblée délibérante. Et vous l'avez en annexe. La commune d'Égletons sera le coordonnateur du groupement de commande et assurera le lancement de la procédure. Elle sera notamment chargée de la gestion des procédures de consultation, d'attribution des marchés via sa commission d'appel d'offres, si le seuil de la procédure formalisée est atteint, de leur signature et de leur notification, ainsi que de toutes les formalités en résultat. La durée envisagée est de 1 an, renouvelable tacitement 2 fois, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Avant de poursuivre, peut-être préciser que le volume de repas servis se monte à 25 000 repas année pour la cantine et un peu plus de 10 000 pour la crèche. Voilà. Et l'accueil des loisirs, pardon. Et l'accueil des loisirs. Donc, M. le maire propose au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et l'autoriser à signer cette convention, ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, est-ce qu'on a un bilan de la précédente prestation? La précédente prestation a donc été servie par Elior. Nous avons eu une politique de suivi de la distribution des repas au jour le jour avec les remontées des agents de la cuisine et des agents de service qui servaient les enfants. Nous avons également mis en place un comité de suivi de la restauration avec des représentants de parents d'élèves de chaque site. Voilà. Au fil du temps, Madame Léonard a contacté, lorsqu'il le fallait, les services d'Elior pour améliorer cette livraison. Il faut dire qu'au départ,
On a un petit peu cherché à nos marques et Elior également, mais au fil du temps, ça s'est stabilisé. On s'appuie sur la loi Egalim qui a été votée en 2018, je dis pas de bêtises, novembre 2018, oui c'est ça, et qui préconise d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc on a fait le point régulièrement sur les déchets occasionnés par chaque repas et on est arrivé à des quantités tout à fait acceptables de déchets. Voilà, donc que dire d'autre? Alors donc on est en cours de rédaction du prochain cahier des charges en prenant en compte toutes les remontées qui ont pu être faites et nos propres remontées également, pour essayer d'être encore un peu plus pointu et donc en s'appuyant sur le décret de 2018. Je pense que pour l'avoir lu, il peut être amélioré grandement. Pour avoir vu les menus. Pour avoir lu le cahier des charges précédent, oui. Il était assez flou. Il laisse beaucoup de latitude aux prestataires. Et c'est pour ça que je vous explique qu'on est en train de resserrer vraiment ce que l'on souhaiterait. Et qu'en est-il de l'approvisionnement local assuré par Elior? Il fait partie des exigences posées dans le cahier des charges. Le problème qui se pose entre le début de la prestation et la fin, c'est qu'au début, sans doute pour donner bonne figure, le prestataire s'est employé à se fournir auprès des artisans locaux. Sauf que Elior, ayant ses propres chaînes de contrôle en interne, ils ont diligenté des contrôles au sein des fournisseurs qui ont toute leur habilitation administrative, dont Jean-Louis connaît très bien le sujet. Donc il n'y a aucun problème, ils sont dans les temps. Sauf que pour Elior, il n'y en a jamais assez. Si bien que c'est sans doute une stratégie commerciale. On en arrive à la situation où les fournisseurs locaux n'arrivent plus à suivre les exigences de Donc c'est quand même très dommageable pour l'économie locale. On n'arrête pas depuis plusieurs conseils municipaux, communautaires de dire que la situation est grave. Tout à fait, c'est ce qu'on souhaite. Et le fait est que c'est un prestataire qui a ses logiques propres, que nous ne maîtrisons pas, et qui met dehors les fournisseurs locaux. Donc quels fournisseurs locaux là, tu enverrais toi ici? Quels fournisseurs locaux tu enverrais? Les fruits et légumes? Dis-moi, regardez quand même. La viande donc il se sert chez Fonfred. Mais il se sert plus chez Fonfred. Donc le pain, je sais pas où. Donc actuellement on travaille beaucoup. Et les produits laitiers, pardon, Charles. Oui, les produits laitiers, du Charlotte. Et Serge, au délice de Charlotte, ça c'est... Mais bon, on est dans un pays d'élevage, on a des éleveurs qui ne demandent qu'à travailler avec les bouchers locaux, des bouchers locaux qui ne demandent qu'à travailler avec la restauration collective locale, et là on a un prestataire qui fait la pluie de beau temps et qui met les locaux dehors. Donc c'est ça les gens. Je ne sais pas s'il y a les locaux dehors, de toute façon, oui. c'est pas tout à fait comme ça. Alors ensuite, je comprends sur l'économie, tous les gens qui travaillent, c'est que des gens qui ont une de temps quand même, ensuite, bon. Moi j'ai fait la guerre effectivement, donc on les a réunis assez souvent parce qu'au début c'était pas facile de combiner donc, leurs désirs et nous ils nous attendent. Donc on les suit vraiment toujours par rapport donc, à la compétition des repas. Alors pour les produits locaux effectivement il y avait Fonfred, alors je ne sais pas si ça arrive, moi j'ai pu regarder, on a essayé effectivement de reprendre avec Fonfred, mais il faut faire très attention, je suis d'accord avec toi parce qu'il dérive assez rapidement. Alors ensuite, ce que je voulais dire aussi là, c'est que bon, il y a quand même un esprit de logique dans notre commune où il y avait 7 restaurations et à fin d'époque, si c'est pour avoir des cantines donc à 200 ou 300 mètres, l'idée quand même de mutualiser, c'est quand même intéressant. Je vous signale que quand le RESCOU va être ouvert, avec des affaires à l'UT et au lycée, les repas arriveront directement du Crous de dimanche. Dites-moi où est la logique. Donc, alors qu'il y avait effectivement un prestataire à côté. Alors le prix du repas, je ne sais pas combien il nous faut.
2,68, c'est ça? 2,68 €. Et le repas, toute charge comprise, revient pour un enfant à 8,22 € pour la commune. Ah oui. 2,68 c'est pour les parents. Non, 2,68 c'est pour la collectivité. Les parents sont soumis à l'achat de tickets indexés sur leurs revenus. Vous devez le savoir, monsieur Lacroix. Tout le monde ne paie pas le même tarif, ça va de 2,40 €. Oui, donc j'ai pas compris ce que c'était 2,68. C'est ce qui est facturé. Le prix d'achat auprès du prestataire. D'accord, et donc les 8,28 c'est avec C'est le prix charge. Le prix pour les charges personnelles, les locaux, l'électricité, enfin tout ce qui rentre, les coûts directs et indirects liés à la cantine, aux locaux, au personnel, enfin, il y a qu'un repas servi par la commune d'Égoton, et la commune d'Égoton, 8,22 qui est facturé au maximum 3 €. 34, ça va de 2,42 les tarifications jusqu'à 3,34 €. Oui, ça veut dire que si on va leur demander de s'approvisionner localement. Oui, mais je veux faire encore le forcing, au moins qu'ils prennent de la viande. Ils le prenaient, mais je veux encore revenir. Mais ce sont plus légumes. On a espoir qu'on n'allait pas s'approvisionner animaux ou... En fait, il y a quelle charge ils sont. Après, il faut Ils pas. prennent tout le pain si tu veux à la boulangerie de la gare. Alors, je ne sais pas où ils prennent le pain. Hein? Où ça? Chez les gars, dans la vie. Ah, ils prennent chez Et Verdi. le bain, je veux dire, la gare. Il faut que le local aussi, le producteur soit en mesure de suivre tous les jours. Non, mais il existe aujourd'hui des procédures qui s'appellent les programmes alimentaires territoriaux, qui justement sont là pour ça. C'est quelque chose pour être soumis en code, pour faire un diagnostic des producteurs locaux, de leur capacité à fournir telle ou telle demande. Et après, bon, c'est les élus qui décident de se lancer ou pas. Mais voilà, le problème, c'est qu'un sous-traitant s'installe et après fait la prise de temps. Des logiques, des choses. C'est pas de lien finalement la viande. Si, il y a une traçabilité. Oui. C'est pas de la Des bonne viande de contrôles. Corrèze. Pas forcément, non. Tout à fait sincèrement, pas Enfin, forcément. il n'y a pas que de la bonne viande, il y a pas de... Parce que la problématique du local, c'est que ça peut être du local, il n'y a pas malheureusement que de la bonne viande en Corrèze aussi. Donc c'est de s'assurer de la qualité de la viande locale. Que la plupart, enfin oui, on peut trouver la bonne viande. Enfin, dans la loi Egalim, il n'y a pas que le respect des déchets, il y a aussi Mais tout à fait, ça en fait partie. Voilà, ça fait partie du bio, du local, ça fait partie aussi de la loi Egalim qui est obligatoire. Non, qui va rentrer complètement obligatoire en 2022. Oui, Comme mais le les repas exigences, végétarien, c'est- qui est aussi institué à titre expérimental jusqu'en 2021. Donc on s'y astreint à servir un repas végétarien pour le moment. C'est à titre expérimental. Donc voilà, ça fait partie de cette loi. En fait, voilà, notre souci en rédigeant le cahier des charges, c'est, comme je l'ai dit, d'être le plus pointu possible. Alors, le local va bien sûr être ciblé. À nous de pouvoir trouver un prestataire qui réponde à cette Alors le local c'est bien, mais il faut aussi que ce soit du local de qualité, parce que si c'est pour du local qui Voilà, oui, on en c'est aussi un mangeable que ça vient de l'Europe, c'est pas un grand intérêt, mais Comme le bio, c'est bien du Brésil, le bio. Voilà, le bio, c'est pareil. L'obligation du produit bio, quand il vient d'Amérique du Sud. C'est pareil. Il vaut mieux du bon local pas bio que du bio. Ouais, parce que les bananes bio, elles ne se tiennent pas. Là, Oui. en un jour, elles viennent de grammes. Oui, je me souviens lorsque les cuisines centrales se sont installées notamment sur Brive, puisque comme tu disais, il y avait à peu près une quinzaine à une vingtaine de cantines. Ouais. Bon, il y avait deux sortes d'éducation, il y a le public et le libre. Le public a choisi d'avoir une cuisine centrale qui soit toujours
sous la dépendance de la commune. Et je pense que c'est encore le cas. Ce qui fait que finalement, la restauration centrale à Brive est faite par la commune de Brive. Et puis les écoles libres ont choisi d'avoir un prestataire de service. La différence était notoire. C'est-à-dire que sur Brive, il y avait toujours essai de pouvoir se servir au niveau local. Je parle d'un temps qui est même 30 ans pour connaître. Donc, et je ne sais pas si vous en souvenez, mais à un moment, le maire de Brive s'est approvisionné avec de la viande allemande. Ça a créé un scandale sur Brive. Moi, je m'en souviens très bien, parce que Murat avait donc décidé d'avoir un approvisionnement. Ça s'était su, et tous les parents avaient protesté. Donc, ça veut dire que la ville de Brive reste maître de sa restauration, au moins pour les cantines scolaires qui dépendent du public. Par contre, alors, pour le privé, eh bien, on a vu décroître le nombre de gens qui laissaient, d'enfants qui restaient à la cantine scolaire petit à petit. Et je ne sais pas où ça en est actuellement. Enfin, ça avait été quand même... Chez nous, ça s'est stabilisé. Hein. Oui, le nombre d'unipensionnaires. Je vais rebondir là-dessus. La commune de Brive a quand même une assise un peu plus importante en nombre de repas. Il est plus facile. On va parler de rentabilité, parce qu'on n'est pas dans une question de rentabilité, on est dans une question de service public. Il est plus facile d'amortir des coûts pour une commune comme Brive, qui a quand même un nombre de repas, qui n'est pas le nombre de repas que la commune de Brive sert, que pour la commune des Glotons, les travaux imposés par une cuisine, imposés par, c'est pas vous pouvez le dire, les normes sanitaires pour une cuisine, en termes de coûts et de contraintes. Là, on parle de la communauté de communes aussi. Après, parce que là, c'est une convention avec la communauté de communes. Alors peut-être qu'en regroupant tout le monde, on arriverait à faire quelque chose. La communauté de communes des Glotons n'a pas forcément le même nombre de repas, des Glotons, pardon, lapsus, devant la Glotons monédière, n'aura pas malgré tout l'assise suffisante en additionnant les écoles, les fonctions. Oui, bon, c'est ton point de vue, moi j'en ai un autre. Je vous donne le mien, j'écoute le vôtre. Bon, je donne mon témoignage et puis c'est tout. Oui, mais je pense qu'on pourrait le faire. On va faire une L'avantage pour les enfants, c'était d'avoir un cuisinier. Je ne sais pas ce qu'est devenu la cuisine de Ben. La cuisine, disons qu'on ne peut plus préparer le pain. Le local sert juste au maintien en température et à dresser les plats lorsqu'il y a des plats à dresser. Tous les jours, tout est encore dans la cuisine. Ah non, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la cuisine, de toute façon, n'était plus du tout aux normes. J'ai plus mais ça, on en a parlé récemment. S'il avait fallu remettre la cuisine en état aux normes sanitaires prévues actuellement, je crois en gros c'était 1 million d'euros, voire un peu plus. Plus les coûts qui reviennent régulièrement dessus. Voilà, les gens qui sont comme ça, chacun reste à sa position, c'est sûr que d'avoir une lumière de temps, dans le temps, elle ne reviendra plus, mais ça va plus faire. Ils l'ont encore à Montélignac. Oui, ça c'est plutôt tendance. On sert 200 repas par jour là, avec le temps dans les écoles. Donc, on ne peut pas faire la même cuisine. En termes de qualité sanitaire, il y a des choses qui sont plus facilement assurables pour 20 ou 30 repas que pour 200 jours. En termes de risque. Donc, on se borne au maximum et on est vigilant. Croyez-le, on est très attentif. Donc, on va passer au vote. Qui est contre 4, 5, pardon. Vous ne voyez pas M. 5. Qui s'abstiennent parmi. Merci. Voilà, donc dans le cadre, entre guillemets, du développement durable, si c'est développement durable, pour les véhicules électriques, donc on va plus voir. Donc c'est Stéphane, qui est notre représentant à la Fédération départementale d'électricité, qui va nous commenter la délibération. Alors, transfert de la compétence infrastructure de recherche pour véhicules électriques à la FDEE 19. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment sous l'article L 2224-37, permettant le transfert de compétences infrastructure de recherche pour véhicules électriques aux autorités organisatrices
utilisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visé à l'article L 2224-31 du CGCT. Vu les statuts de la FDEE 19 approuvés lors de la réunion du comité syndical du 24 janvier 2019 et notamment les conditions d'exercice de cette compétence, considérant que la FDEE 19 souhaite engager un programme de déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, IRVE, et ce, au travers d'un schéma cohérent sur l'ensemble de son territoire. Considérant que le transfert des compétences optionnelles requiert une délibération concordante de la FDEE 19 et de la collectivité en application des dispositions de l'article 6 des statuts, considérant que l'article 5-3 des statuts permet à la FDEE 19 d'exercer en lieu et place des personnes publiques membres sur leur demande expresse la compétence pour la mise en place et l'organisation d'un service destiné à créer, entretenir et exploiter des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Monsieur le maire expose que la commune d'Égletons souhaite s'inscrire dans le maillage territorial permettant l'accès des conducteurs de véhicules électriques à des ressources de chargement. À titre informatif, la FDEE 19 se chargera de la maîtrise d'ouvrage, fourniture et installation, supervision, interopérabilité, branchement au réseau électrique, gestion et achat de l'énergie électrique, gestion de la monétique et des recettes, exploitation et maintenance. La commune prendra en charge, déduction faite des subventions attribuées à la FDEE dans le cadre de ce projet, une somme de 10 000 € sur les 30 000 € du projet. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le transfert de compétences d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques à la FDEE 19 pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ce transfert étant effectif à date d'effet de la présente, en concordance avec les modalités prévues, d'autoriser M. le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et à sa mise en œuvre, de s'engager à inscrire des dépenses correspondantes au budget de la collectivité et de mandat à M. le maire pour régler des sommes dues à la FDEE 19. Merci Stéphane. Des questions? Oui, j'en ai une, c'est que peut-être à un moment, il faudrait dire ce que c'est la FDE, même dans la délibération. Oui, c'est vrai. C'est la semaine départementale d'électricité, oui. Et d'énergie. Et d'énergie. Donc, Juste une petite remarque. Donc ça coûte, le projet coûte 30 000 €. Pardon, la commune, 10 000 € à charge de la commune. Et du coup, la compétence est transférée en totalité. Donc Tout à fait. les recettes, elles seront que pour la fédération. Mais Voilà, c'est occupé des transferts. la commune, Un transfert de compétences. on récupère rien derrière. Tu mets 10 000 € plus terminé. Voilà. C'est-à-dire, cet après-midi, j'y étais déjà pour savoir où se brancher, parce que quand on charge un véhicule, on fait une batterie dans 20 minutes, il faut quand même pulser derrière. Tu as décidé à quel endroit du coup? Alors, je pense qu'ils vont la mettre. Vous avez le parking de la bibliothèque, et puis en dessous, vous avez le parking qui permet d'accéder par derrière pour descendre de cuisine. Moi, je pense qu'ils vont la mettre là pour se connecter sur l'alimentation principale qui serait sur la électricité. Voilà. Et donc, des détails sur le nombre de prises, je ne sais pas. Je vois que c'est qu'une prise. À quelle échéance ça pourrait se faire à quelle échéance? Ah, mais. Fin d'année. Il y a quelque chose de prévu pour les vélos? Ah, pas encore. Pas encore pour les vélos. C'est pas la même chose. Là, on vraiment tout explose. C'est pas la même puissance. C'est pas pareil. Différence. donc, vous avez des questions? Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Stéphane. Le changement de véhicule électrique, éco-énergie, je suis pas présent sur le site. On peut travailler aussi là-dessus. Bon, quelque chose qui va bien nous rendre au service, c'est l'acquisition d'une partie de la parcelle à 0013. C'est un ordre de
Monsieur le maire propose de valider l'acquisition suivante. Une partie de la parcelle AX 0013, la propriétaire est à Madame Aurélie Rode, pour une surface de 410 m². Et pour un total de 3 690 €, soit 9 € le mètre carré. Donc cette parcelle se situe face au service technique. Et quand vous arrivez au service technique au dépôt, vous avez une maison qui est à voir avec un terrain, avec un grand sapin. Donc par rapport au plan que vous avez sur table, on fera un accès de 5 mètres de large par vous dans les services techniques, ce qui permet en même temps d'avoir un accès handicapé. Parce qu'on a beaucoup de gens qui vont, notamment pour la location des salles, et ils n'ont pas d'accès handicapé, par rapport ils n'ont aucun escalier. Ça nous permettra de faire un accès handicapé et d'avoir quelques places de parking pour les personnes à mobilité réduite devant l'entrée des services techniques. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle AX 0013 selon les modalités exposées précédemment et d'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Il est précisé que les frais afférents sont à la charge de la commune. Voilà. Voilà. Les questions Et aussi, ça nous permettra de fermer aussi les services techniques côté rue Geoffroy-Tête-Noire. Et c'est toujours un problème pour les gens qui veulent aller au service technique, quand ils font l'intervention de salle, ils passent dans la rue, c'est pas facilement identifiable d'entrer par la rue. L'accessibilité. Est-ce qu'il serait possible de rajouter dans la délibération justement ce qui motive l'achat de ce terrain? Parce que c'est très bien, mais du coup, on achète un terrain, après l'explication, il n'y a pas de souci. On va rajouter que ça facilitera l'accessibilité et permettre de mettre de faire expliquer ce data, tout le monde sache pourquoi on fait la question, etc. Vous pouvez faire une petite vérification sur la parcelle, est-ce que c'est la AW ou la AX? Sur le plan, vous mettez AW, sur la ligne AX. Ah oui, sur le plan, il y a marqué AW 13. C'est pas dans les boucons, c'est à l'intérieur des C'est le Chastagnol, la AX, après vérification. C'est sur le relevé que le géomètre Pro a fait, elle est répertoriée. Et sur le plan, oui, le plan, je pense que le plan est bon. Oui, le plan est bon. Sur le plan, c'est bon. Et AX, c'est au puits Chastagnol. Ah non, je sais que c'est une parcelle qui est partie à la commune. C'est au milieu de nulle part. On a déjà celle-là. Ok, ça marche. Donc, qui est contre cette délibération, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà, c'est bien qu'on frotte nos points de vue. Voilà, toujours pour nous. Alors, l'ANDES, c'est notre nom. Ah si, on a marqué Association nationale des élus en charge du sport. Ah là, oui, c'est marqué. Ah oui, on marque. Adhésion de la commune à l'ANDES, donc l'Association nationale des élus en charge du sport. Monsieur le maire expose qu'afin d'accentuer le développement du sport dans la commune, il convient d'adhérer à l'association ANDES. En effet, les buts définis par cette association, regroupant l'ensemble des élus en charge du sport, sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences en matière d'investissement et de fonctionnement. Les objectifs principaux sont de resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l'intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l'animation sportive, afin de favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités sportives sur le plan communal, départemental, régional et national. D'assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures, y compris par voie d'action et d'intervention en justice. D'assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État, du mouvement sportif, des organismes d'aménagement des normes et des équipements sportifs et d'homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives. De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation des activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur la vie sportive communale. Alors, il y a différents montants annuels de cotisation et en ce qui nous concerne, notre commune comptant 5088 habitants, la cotisation sera donc de 232 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adhérer à l'association ANDES, de désigner le représentant de la collectivité auprès de l'ANDES. Et donc, moi, je propose le candidat délégué au sport, David Aubert. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille. Oui. Voilà. Qui est contre? On va discuter alors. Discute. Parce que moi, j'ai pris le temps d'aller quand même consulter le site de l'ANDES. Vous avez très certainement été démarchés, comme toutes les communes de France, pour adhérer à cette association. Mais quand on vit, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, si vous êtes prêt à dépenser 232 € pour avoir une lettre d'info mensuelle,
Alors, on n'a pas été démarché, on a rencontré le maire Boccia qui est dans le comité directeur d'Andes. Et en fait, quand on a des projets, par exemple, de réhabilitation de structure ou de construction ou quoi que ce soit, Andes peut nous représenter et nous apporter un soutien financier. Enfin, pas Andes lui-même, mais nous trouver des financements. C'est quel C'est fait, en fait. C'est pas les choses. C'est certainement très bien pour les communes, les grosses communes qui ont des clubs sportifs de haut niveau. Vous les pourriez toutes, voilà bien la théorie. Après, si tout le monde est d'accord pour les vaccins, vous gaspillez 232 € d'argent public. Les cotisations annuelles sur les années. Et la Concorde est libre. Oui, la Concorde est à Il faudra dire ça aussi à la Concorde. Pas des... Si la Concorde y est, on ne peut pas juste adhérer au comme ça. C'est ce que je... Je pense qu'il y a une part compétence, c'est-à-dire que comme il y a une partie qui est gérée par la commune, enfin, les compétences, elles ne sont pas sur la commune. Donc pour ces compétences Concom, ça veut dire que la Concom soit adhérent, et pour, si le choix est fait que la commune des Gotons soit adhérente, par rapport à ses compétences et aux établissements, aux équipements qu'elle a, c'est pas illogique que la commune des Gotons soit aussi adhérente. Ils adhèrent aussi au niveau départemental et régional, peut-être. Comme ça fait un peu plus d'adhérents. Voilà. Ils ont une adhérence dans 100 départements, tout va bien, une adhérence. Et nous, on gaspille 230 €. Ce qu'il y a, c'est comment on fait pour être à 5000 habitants. C'est les comptes INSEE, le compte INSEE, on a 5000 plus, c'est ça 5088. C'est des jeux fixes, hein? Non, les unités, c'est 5318. On a reçu les dotations là. Pour l'année prochaine. Pour 300 et quelques, je te donnerai. Là, on est à 5088. Je pense qu'on va laisser un petit peu l'année prochaine, parce qu'au niveau du recensement, il va y avoir toutes les personnes, on verra après. Ils seront plus que 10. Ouais. On en reprendra quand il faudra faire des élections. Voilà. On regardera l'aide apportée. Elle est partie. Qui est contre 50. 50. Qui s'abstient Merci. Alors, Nicolas. Donc, la session du village de vacances. Donc, M. le maire indique qu'il a été sollicité par les consorts Vido pour l'acquisition du village de vacances d'Ax situé au lieu de Côte d'Arnaud. Le service du domaine a estimé ce bien à 740 000 € en date du 5 septembre 2018. Donc, d'ailleurs, pour la présente mandature, on avait déjà passé une délibération à ce sujet-là parce qu'il y avait un acquéreur potentiel, malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc, on est obligé de repasser pour des nouveaux acquéreurs potentiels cette délibération. Donc, considérant que la DSP du village de Vacarsodac a été déclarée infructueuse faute de candidat, qu'il n'appartient plus à la commune de gérer le village de vacances, que celui-ci nécessite des travaux importants et urgents de remise en état d'un montant estimé à 3 millions d'euros. Ce montant est issu du schéma directeur de gestion du patrimoine réalisé par la DRAC au sujet du village de vacances, qui avait été présenté sur un précédent conseil municipal dans la mandature précédente. Que l'état du village de vacances est encore dégradé depuis cette évaluation, que la commune n'a pas les moyens de financer ces travaux, que le projet des acquéreurs comporte une rénovation du site et le développement d'une offre non présente à ce jour sur le territoire, qu'il s'agit d'un projet permettant une revitalisation du site, donc il est proposé de déroger à cet avis et d'accepter l'offre du consort Vido qui se porte à un montant de 480 000 €, sachant que la précédente délibération dont je parlais, nous avions délibéré sur un prix à 500 000 €. Aussi, M. le maire propose la cession de ce bien selon les modalités suivantes. Donc, les parcelles bâties cadastrées AB53 et AB54 d'une superficie de 66 941 m² pour un prix de 480 €. Donc, il est précisé que le prix de 480 000, j'ai dit 480 €, n'exagérons pas, 480 000 €, pardon. Il est précisé que le prix est d'un montant inférieur à l'estimation de 32 mètres, mais apparaît largement justifié compte tenu des éléments énoncés ci-dessous. Donc, avant de mettre que M. le maire propose au conseil municipal d'écouter vos remarques et de mettre au vote, juste une demande par rapport à la façon dont la délibération est écrite. On sollicite la modification de cette écriture-là, comme ça vous avez, la façon dont ça a été rédigé, pardon. Comme ça vous avez été envoyé précédemment sous cette forme-là, mais on pense qu'il est plus judicieux de préciser simplement que ça nécessite des travaux importants et urgents de remise en état, mais sans préciser le 3 millions d'euros. Tout simplement parce que 3 millions d'euros, c'est un montant fixé par la DRAC qui est selon les critères de la DRAC. Par contre,
l'acquéreur qui va présenter cette délibération à son établissement financier pour acquérir les crédits, je pense que si on présente 3 millions d'euros, ça risque de faire fuir en courant le banquier. Sachant que les 3 millions d'euros sont quand même une fourchette haute, il y a quand même énormément de travaux à faire sur ce village de vacances, mais il doit être fait, remis en état et fonctionnel pour une somme moins importante que les 3 millions d'euros. Les 3 millions d'euros, c'est la représentation de la BRAC pour faire vraiment dans un immédiat ce qu'il y avait à faire à leur sens. Il y a quand même moyen de faire à moins. Donc pour ne pas forcément pénaliser l'acquéreur quand il va présenter son plan de financement, je ne pense pas qu'il ait prévu 3 millions d'euros de travaux. Pour éviter des questions à ce sujet-là, je pense qu'il est bon de marquer qu'il y a des travaux importants et urgents de remise en état et pas de préciser la somme, sachant que l'acquéreur a eu le rapport de la BRAC et lui est parfaitement au courant des 3 millions d'euros. Donc si vous avez des questions. Quel est le projet? Le projet, c'est de faire un village de vacances, de continuer l'exploitation d'un village de vacances. Alors, je ne vais pas dire comme il est fait actuellement, parce que je ne connais pas le détail du projet du repreneur, mais c'est de poursuivre l'exploitation du site. Pourtant, vous avez mis longtemps dans la ville. Pardon? Présent sur le territoire. Oui, mais c'est actuellement que c'est pour permettre de conserver quand même une activité. Il n'y a pas d'autre présence sur le territoire, d'autres villages de vacances de ce style-là. Parce que par rapport au bosquet, parce que vous allez parler après du bosquet, la clientèle, la cible n'est pas forcément la même que celle du village de vacances des Bégetons qui ciblait une population un peu plus sociale, jusque-là qui ciblait des groupes handicapés, personnes à mobilité réduite, les randonneurs, et qui n'arrivaient plus forcément à accueillir toutes ces populations-là, du fait il y avait quand même quelques aménagements à faire qui n'étaient plus forcément adaptés à la réception de ces populations. La DSP, elle arrive à échéance à quelle date? Il n'y a plus de DSP. La DSP, elle a été infructueuse, c'était il y a 3 ans, je crois. Et actuellement, on a une convention qui est avec l'Orée du Lac, mais c'est une convention, c'est pas une délégation de service public. Par contre, qui arrive à échéance le 31 mars 2021. Ce qui veut dire que si l'acquéreur, là, tout se passe bien, on est bien positionné dessus, c'est-à-dire que le contrat actuel, qui n'est pas une DSP, qui est une convention, arrive à terme le 31 mars, ce qui permet le 1er avril à l'acquéreur de prendre possession des biens. Est-ce que la Comcom a été sollicité pour éventuellement... Ah oui, bien sûr, mais c'est pas dans ses compétences. Pourtant, la Comcom gère bien le domaine des monétaires. Parce que le domaine des monétaires était dans la compétence de la... Enfin, le bâtiment appartient à la communauté de communes, mais était déjà dans la communauté de communes, comment ça s'appelait? Non. Monétaire. C'est déjà une compétence qui était dans cette salarié. Voilà, en fait, donc, il y a eu la Comcom remédier à la levée sur Ventado. Donc le bâtiment central, faire le montage de domaine des mobilières, c'est compliqué. Le terrain appartient à la commune de Mérignac qui existe. Le bâtiment central appartenait à la Comcom je crois que c'est monétaire, je ne sais plus exactement le terme. Et les bâtiments autour, les chalets, appartenaient à. Alors je crois que c'est un privé, un investisseur privé qui s'appelle. Pitch. Donc à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, c'est dans un premier temps la commune la Comcom a racheté donc, le terrain à Mérignac. Et à l'heure actuelle, il y a une mise aux normes et une transformation du bâtiment central parce que il n'y a pas assez de capacité d'accueil par rapport à la demande qui est faite. Et donc la Comcom a investi dans le domaine immobilier et puis les emprunts seront payés par la location du domaine immobilier de la société. Et pour terminer par rapport, ça va plus expliquer en Comcom ici, mais pour finir les propos, la société donc Pitch Promotion a priori se désengage. Il va y avoir une société locale avec des investisseurs locaux qui vont monter cette société donc pour faire avec M. Trichet, avec je crois 4 ou 5 investisseurs locaux, des personnes physiques qui investissent dans une domaine. Et à côté de ça, la société donc, qui va être créée va gérer et va investir sur quand vous rentrer sur le domaine immobilier sur votre droite, vous avez l'écran pour salle de réception et tout qui va être construite en durée. Et là, l'investissement sera porté par la société qui va succéder à la société actuelle gestionnaire du domaine immobilier. Et bon, j'essaie de faire de mémoire un peu. Ouais, c'est ça.
que la route qui passe sous le village vacances est vendue avec. Est-ce que ça fait partie Ah non, c'est une loi communale. C'est une loi communale. Au niveau de la DSP, ça reste donc, quand tu prends la route pour aller donc, avant d'arriver là, au pied du talus. Quand on passe sous la passerelle, sous le ponton, on reste sur la voie. Oui, parce qu'on avait examiné déjà avec la parce que quand on est on dit prudence, qui ferme pas sous la passerelle, qu'on puisse faire un tour déjà. D'accord. Après, il y a un risque là de. Bon, c'est sans doute très bien qui. Bon, la préoccupation qu'on doit avoir, c'est de maintenir l'offre de nuitée, de ne pas perdre une capacité d'accueil des touristes. Donc ça, c'est sans doute très bien. Si je crois pas les connaître. C'est des gens de coin ou. Non, c'est des gens de coin qui viennent. D'accord. Donc, ils vont venir investir ici. On ne maîtrise pas leur projet. C'est ce que je trouve un peu inquiétant. C'est ce que j'ai essayé de dire en Comcom l'autre fois. Qu'on doit travailler l'offre dans les 6 ans qui viennent, si on veut donner du grain à moudre à ces structures-là. On ne connaît pas bien leur projet, on ne sait pas quel type de clientèle ils vont viser. On a un village vacances qui tournait du feu de Dieu à Chamberet il y a 15 ans, parce qu'ils avaient tout misé sur les classes vertes de la ville de Paris. Ils avaient une petite à demeure, et ils tournaient très très bien. Ils ont perdu ce marché-là. Et après, ils n'ont absolument plus maîtrisé l'offre. Et on s'est retrouvé avec des, comment ils appellent ça, des séjours d'intégration ou de désintégration. Ah oui. Donc, bon, c'est un village vacances qui était perdu au milieu de la forêt, disons que c'était pas dramatique, mais à partir du moment où vous perdez la main sur cette structure, après eux, ils auront leur compte, peut-être dans 4 ans, ils le revendront. Et finalement, on ne maîtrisera plus trop ce qui se passera là-bas. Déjà, quand la DSP s'est terminée, je me souviens que ça s'est quand même préoccupé de faire la communauté soit. Moi, je me suis tourné vers Paul Renat, qui était président à l'époque de la structure VDF en France, qui nous a conseillé, qui nous a aidé à chercher des repreneurs. On a trouvé personne. Et on a négocié donc, avec une partie de l'équipe, avec une association qui s'appelle DSP, donc le Loré du Lac, avec un loyer minime, puisque le loyer, on l'a ramené donc à 2500 €. 2000, je crois. Oui, 2500 € par mois. Donc, et on arrive donc à cette. Alors, en plus, je vous signale aussi que la collectivité, on a tous les frais de fonctionnement inhérents donc, aux propriétaires, comme ça se passe. On s'assoit sur la taxe foncière qui est de 19 000 €. Les jeunes, donc, on les a reçus plusieurs fois donc, pour discuter de leur projet. C'est sûr qu'en dans la vie, ce n'est pas garanti à 100%. Donc, il y a toujours une part de risque. Et moi, ce que je trouve aussi désagréable, je vais même le dire, c'est que même qu'on a un prestataire actuel, et bien, quand on passe au bord du lac, enfin au bord du village de la place, il n'y a même pas un coup de débroussailleuse qui a été passé. Alors, ça me gêne un peu quand même, je dis, donc à la directive, quand même, c'est un coup de débroussailleuse. Mais c'est sûr qu'on peut, moi je suis d'accord avec toi. Sachant que si on n'en parle aujourd'hui, on a dit que le contrat se terminait au 31 mars. On n'a pas eu la délégation interprétueuse de la fois précédente. Vu comment ça a fonctionné sur cette convention-là, vu les travaux qu'il y a à faire, à mon avis, il risque aussi d'avoir des difficultés pour avoir un prestataire dans les locaux au 31 mars. Donc on peut très bien avoir le bien en propriété et ne pas avoir d'exploitant. Et là, par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est surtout pas la commune. On peut débattre sur d'avoir le bien immobilier dans le patrimoine de la commune, c'est surtout pas la commune d'aller gérer en régie un village de vacances, parce que c'est pas notre activité et on sait pas. Enfin, je ne pense pas qu'on sache faire ça et c'est surtout pas notre métier. Donc quelqu'un qui est du métier qui veut s'investir dessus aura quand même une capacité plus intéressante à faire fonctionner et à développer ce village de vacances. Après que vous dire. Monsieur le maire, rien, on ne sait pas dans 3, 4, 5 ans. On n'est malheureusement pas dans les affaires, on ne sait pas ce qui va se passer. Si je peux compléter le propos également, il y a Foresterie qui a accompagné, qui a fait un diagnostic. Ça a été fait il y a 2 ans, je crois, donc par rapport au village de vacances d'Igueton et l'autre, il peut y avoir des événements sur le territoire de la Corée. Et c'est vrai, ça fait partie d'un des villages, parce qu'il y a d'autres villages, hein, Corée, à l'époque, il y a eu beaucoup de villages de vacances qui ont été créés dans beaucoup de communes, et puis voilà, on arrive, ce qui me permet au bout d'un cycle, avec l'aspiration des touristes qui a évolué, comme la société a évolué. Et Ecorestourisme a ciblé le centre de vacances, le village de vacances d'Igueton comme
par son architecture et par son site, un site quand même assez remarquable et qui accompagne également les porteurs de projets pour les orienter par rapport à la demande touristique qu'il peut y avoir au niveau du département de Corrèze, être complémentaire éventuellement du domaine des mobilières un peu plus haut de gamme. Je pense que sur notre territoire, il y a la possibilité de développer au niveau touristique une offre complémentaire qui sera du niveau du 4 étoiles du domaine des mobilières, mais par contre, on peut trouver, à mon avis, une classe intermédiaire qui, à l'heure actuelle, ce sont des gens, familles qui viennent sur notre territoire, qui peuvent avoir cette offre qui risque de conforter donc, l'attrait touristique de notre territoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Non, c'est vrai que c'est quand même une identité, parce que il y a des travaux qui ont été faits en 2006, et qui ont apporté la solution qu'on recherchait. Je peux vous dire que j'avais accompagné les travaux après en 2008, lorsqu'on a repris la municipalité, en 2008, et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On a pu faire marcher la garantie décennale pour plein de choses. Et donc voilà, donc on a des problèmes de gouttières, donc on essaie de faire passer tant soit peu donc, des entreprises. On a des problèmes de gouttières au niveau de la clôture terrasse du bâtiment central. Et puis cette épée de Damoclès là qu'on a au-dessus de nous, là, sachant que le bâtiment central c'était une œuvre de Schweitzer dans les années 60, 62-63, parce que ça avait été réalisé par la Somival à l'époque, il faisait des plans d'eau, il faisait des villages de vacances. Et le bâtiment central étant classé, on ne peut pas intervenir, même si vous changez, si vous voulez, donc une heure, parce que si vous êtes rentré dans le village de vacances, c'est à l'intérieur de la bâtiment central, et vous avez vu qu'il y a tout un habillage en bois, en lambris, et vous devez respecter effectivement le côté architectural. Et l'autre gros souci qu'on a, c'est le chauffage. C'est-à-dire que si on pouvait effectivement donc, avoir une source qui permette de chauffer ce bâtiment, même les pavillons, parce que c'est tout électrique. On a fait passer l'éco-énergie l'an dernier qui nous a isolé donc, les combles, mais on a des dépenses importantes au niveau du chauffage. Et quand on reprend le coût, pour finir sur l'aspect, quand on reprend donc, les 2500 euros de loyer, les 19 000 euros de taxes foncières que nous perdons, les coûts donc, de consommables, d'électricité, enfin, tout cela, et les coûts d'entretien qui, à terme, seront amenés à nous revenir de gros entretiens, dessus, c'est quand même une balance financière pour la commune qui est quand même assez négative et où il n'y a pas forcément le retour et on ne voit pas un développement là, comme actuellement. Enfin, ce qu'on disait, on ne voit pas que la façon dont les exploitants actuels ou les futurs qui pourraient sur un contrat n'ayant pas de visibilité à long terme pourraient rendre cette activité viable. Alors que quelqu'un qui est propriétaire des murs va forcément va se battre pour défendre son patrimoine, développer son patrimoine. Donc la logique, c'est que ça se développe. Après, ce qui est logique aujourd'hui et ce qui sera dans 10 ans, ça ne va pas assurer quoi que ce soit. Et là, la commune pèse encore un emprunt pour les projets. Oui, mais c'est encore un emprunt dessus. Mon emprunt avec 460 000 euros. Il y a 460 000 euros. Ouais. On en a demandé l'autre soir, justement, ensemble. Donc, on le conservera et on va pas prendre des intérêts de remboursement anticipé. 460 000 euros, ils vont tout fonctionner aux 200 000 euros. On verra la résidence. Ça dépend pour les contrats, mais surtout notamment certains qui étaient indexés, les indemnités de résiliation étaient totalement étaient énormes et n'étaient pas possibles. Après, je ne sais pas sur cet endroit-là comment il est, mais c'est des indemnités quand même de résiliation anticipée qui sont quand même toujours très élevées. Donc il n'y a aucun intérêt à le rembourser de manière anticipée. Une autre question peut-être, c'est ce village de vacances accueilli sur la période scolaire de nombreux étudiants. Oui, ça fait toujours. Mais est-ce que les acquéreurs vont garder cette possibilité? On en a parlé effectivement. Ouais. Alors le point faible, c'était le réseau Internet. Et normalement, donc, la fibre devrait arriver assez rapidement. Il va arriver normalement à la fin de septembre. Ils ont fortement intérêt à le garder du fait que c'est quand même sur le ratio d'activité sur la période hivernale. On ne connaît pas le prix. On ne peut pas savoir si tu en as parlé avec le prix, mais ça avait levé la capacité d'accueil de façon importante. Oui, parce que je leur ai dit effectivement ce qu'ils avaient en cours. Voilà. Je pense que nous tous, on sera là présent, on les accompagnera, donc on fait le maximum. C'est quand même un investissement important. S'ils arrivent à le faire, on ne va pas rien.
la délibération, donc on devait la prendre pour qu'ils puissent présenter sa délibération sur l'établissement, à leur établissement financier pour prendre une décision. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, hormis la modification qu'on a évoquée là sur les 3 millions qu'on ne ferait pas apparaître, donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la cession du village de Vacances-le-Lac au profit des consorts d'eau selon les modalités exposées précédemment, de l'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir dans ces conditions avec les consorts d'eau ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre, et de dire que si le compromis de vente n'est pas signé dans les 2 mois suivant la délibération, la vente sera annulée. Il est précisé, comme cela se fait habituellement, que les frais afférents sont à la charge de l'acquéreur. Nous allons mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, donc 22 pour. Donc on a remis sur le tapis, c'est-à-dire la motion de soutien en faveur de la sauvegarde des services publics ferroviaires pour les usagers en gare d'Aigleton. Donc vous avez des connaissances. Nous on s'est tourné dans la région effectivement pour savoir ce qu'il en était. Et c'est vrai que la SNCF a des procédés un peu cavaliers quand même. Ce que j'ai remarqué, alors on parlait tout à l'heure de restauration, mais aussi Pierre, donc ici parce qu'il y a SNCF, vous savez, il y a SNCF Réseau, il y a SNCF Voyageurs, il y a SNCF Fran, et il y a une convention dont je travaille avec monsieur fort sympathique, là, Thomas Bernel, qui m'expliquait dans tout le processus, une décision assez unilatérale, de passer de 50h45 à 43h30, en fermant la gare le matin et le guichet, et en ouvrant le soir. Le soir, il n'y a personne. Non, mais il ferme aussi la journée, puisqu'il n'y a plus d'accès aux toilettes, qui ne sont pas, c'est ça, sont pas exploitables. Je ne sais pas si elle est arrivée récemment, mais les toilettes, là, c'est. Alors, donc par contre, il y a quand même de l'espoir, il m'a dit. Donc, ils veulent la fermer le matin, c'est une décision unilatérale, je vous l'ai dit. Et puis, donc il va nous par rapport au fait qu'on se soit intéressé à la gare, donc on aura une réponse sous peu pour les horaires qu'ils auront récupérés qui ont été passés à 5h45. Mais quand on met le nez dedans, ça a l'air compliqué. Hein. Il y a qu'en fait de compte, c'est une convention avec la région qui subventionne une partie des heures pour avoir les agents et avec une baisse effectivement du service public, ne serait-ce que pour la vente des tickets, puisque en fait, de compte à part les étudiants, on a quand même des personnes âgées qui prennent leur ticket directement dans notre guichet. Tu peux aller chez le médecin et tout, tu vois. C'est vrai que c'est sinistre, ces gares sont marchées, on contourne pour accéder au train. Et encore depuis, moi je peux te dire que la première fois que j'ai été élu à Béton en 1995, on avait fait toute une manifestation à l'époque, en 87-97, pour s'opposer carrément à la fermeture de la gare. Et je vois que pratiquement 30 ans, 26 ans après, on est toujours en train de tirer par les cheveux de ce service public que vous avez plutôt qu'on va essayer d'éditer au fil des années. Peut-être un conseiller régional qu'on pourrait contacter. Mais alors j'attends que tu vas, Thomas Bernet, là, normalement, j'ai vu Pascal David aussi. Donc, alors je le contacte aussi et de ton côté. Mais on attend normalement, donc à la rentrée de septembre, il doit repasser aux 50 heures. On va être vigilant. Bon, je vous ai fait lecture de la motion. Je suppose qu'on peut adopter. Juste pour rajouter le 14 juillet 2020 pour l'intervention du président de la République. D'accord. 2020, s'il vous plaît. D'accord. Pas de vote contre, des abstentions, pas de vote parti. La décision du maire, donc on vous à chaque fois, donc vous les avez, c'est le maire. Donc, un don du fonds des amis de la bibliothèque des amis de CDA. Je sais pas si vous avez l'emprunt qu'on a contracté de 1,3 million, le budget principal de l'hôpital agricole. Le prêt de 574 000 € sur le budget des services des eaux et de la banque postale. Et puis le montant du prêt au service d'assainissement de 184 000 €. Et on sollicite des subventions auprès de l'État au titre de la DETR pour la réalisation des travaux de rénovation technique communaux et la réduction de la toiture de la grande santé. Voilà la décision depuis l'année conseil municipal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, donc ça c'est juste l'information. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez être hier. Est-ce que vous avez des questions aussi?
qui va bien. On aimerait savoir est-ce qu'il en est de l'attribution de local de réunion. Ah oui, on a bien avancé. Ah, Ah oui, tout à fait, on a reparlé. Je pense que vous êtes visité. Ça va dire non? Ah, ça tombe bien. Vas-y, là, c'est là. Non, par rapport à la proposition qu'on avait évoquée ensemble, donc ça va encore bien changer. Ça ne sera pas là. En fait, ça sera bien le premier local qui va parler, le responsable de l'ordre. Et les syndicats ont été contactés pour voir s'ils ne voulaient pas s'installer dans des locaux tout rénovés, tout neufs, à l'école Damien Matisson. Donc maintenant, voilà, il nous reste à dépasser les syndicats et à vous inscrire. Et là-bas, il y a déjà tout les petites connexions pour le téléphone et pour l'Internet. Ça va se développer. C'est bon, rapidement. voilà. 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 Et on ira à poser. Comment ça se passe? D'autres questions? Une information. Ah oui, vas-y. Alors, la dernière fois, on a parlé de analyses d'eau là. Monsieur vous m'avez à tout moment. Et j'ai retrouvé ce que je disais la dernière fois, donc je vous lis ce que la RS nous a donné cette année. Donc pour la saison 2020, le coût à charge des prélèvements et analyses effectués par le laboratoire Poilu pour le compte de la RS est des composantes suivantes. Donc une analyse d'eau sans les cyanobactéries nous coûte 88,50 €. Et avec cyanobactéries, 202,18 €. Voilà. Et ça, dans l'année, 5 analyses. La première est faite le 20 juin, avant l'ouverture de la saison. Et après, elles sont faites 2 en juillet, 2 en août. Si les analyses sont bonnes, on reste sur 5 analyses. S'ils ont des analyses un peu douteuses, ils font une intermédiaire. Mais c'est les RS qui décident. En outre, en plus, notre maître nageur mesure quotidiennement la transparence et la température de l'eau dans la zone de baignade, transmet à l'ARS. Il a un petit tableau à remplir, le maître nageur, il transmet ça tous les jours. Et l'ARS, en fonction de la transparence et de la température de l'eau, va ajuster les analyses. Voilà. Mais bien sûr, les analyses seront payantes. Et la dernière analyse l'an dernier, on avait fait, alors c'est celle de l'an dernier, ça, elle était de 209 € la dernière, puisqu'il avait fait une totalité d'analyse. La dernière analyse qui a été faite lundi 20 juillet, c'est-à-dire lundi dernier, tout est bon. Eau conforme, de bonne qualité bactériologique. Alors la transparence, c'est pas le top du top ici, là c'est pas, bien sûr, mais ça ne joue pas du tout sur la qualité de l'eau. parce qu'on a appris qu'il y a certains lacs voisins qui sont fermés. Ils ont fermé Tarnac, ce matin c'était sur la presse, ils ont fermé Tarnac. Les cyanobactéries, on est quand même bien, nous, parce que les cyanobactéries, pour être en mauvaise qualité, il faut avoir plus de 100 000 cyanobactéries. Nous, on a 1743 bactéries. On est très loin. Alors, il faut espérer que ça dure jusqu'à fin août, pendant toute la saison. Donc voilà, et c'est les mêmes contrats tous les ans avec les RS. Au niveau des captages, on en est où là? J'allais vous communiquer. Voilà, là, on va commencer à stresser à partir de maintenant. On commence à stresser parce qu'on regarde le rendement des captages. Donc, on est un peu plus que l'an passé. On a à peu près la production de Combasté. C'est ce que vous avez donc avant de partir sur l'Arzé, la station de minéralisation. Puisque là, on est à 800 mètres cubes jour actuellement. Hein. 800, oui. C'est un peu mieux que l'an dernier. Alors, on a reformulé une demande à l'ARS, puisqu'on a eu une dérogation sur 2 ans pour pomper en tête de lac, sachant que sur 2 ans, l'année dernière, on a pompé 2 jours, et l'année d'avant, on avait pompé 5 jours. Alors, on a passé par les circuits classiques, demande au préfet, au sous-préfet, avec l'ARS, la police de l'eau. Et voilà, donc c'est juste en cours. Je pense qu'on va être convoqué assez rapidement dans l'agriculture si la situation s'aggrave. Et actuellement, on est en volume consommé avec le temps journalier. Quand l'abattoir fonctionne, on est aux alentours de 1400 mètres cubes par an. Voilà. Et le week-end, on se rattrape un peu, puisque je crois que Charal a 4 jours par semaine. Et quand il n'y a pas Charal, le week-end, on est à 800, 850. Et ça permet de remplir les réservoirs, de laisser donc une marge de manœuvre pour le lundi et le mardi. Voilà. C'est chaud quand même. Le delta, c'est le moulin de Moule qui envoie les... Oui, après, oui, c'est le pont Vallée, qui remonte là. Mais c'est toujours chaud, ça fait depuis 2003, où on est toujours sur la corde sensible. En 2003, je me souviens avec Mme Bourget, qu'on a Suez avait installé un pompage en tête de lac. Et tant qu'on n'a pas utilisé, on les a pu faire un événement exceptionnel
naturel parce qu'il a fait un orage terrible, mais c'est bon, donc on est rentré dans le tout, mais ça a été très très fin. Voilà, donc on est toujours, et les travaux et les captages se poursuivent, et je vous ai dit qu'au mois de septembre, quand les travaux seront un peu plus avancés, on s'y rendra, on regardera ce que les travaux qui se réalisent. Voilà, et puis l'équipe, là, les cas titulaires, dont je crois que c'est vraiment la force titulaire chez vous, là, pour les fonds. Je pense que vous aurez une réunion, on a le président qui est tout le temps. Ça serait début août, moi je crois que pas de On revient un peu de vacances. Oui, mais bon, c'est pas aussi. C'est simple, non, parce que c'est assez fatigué. Le pylône du Fossac, là, enfin du cimetière, je pense qu'ils ont déposé les plaintes parce que ça parle de quelque chose comme ça, non? Vous n'avez pas bien, vous n'avez pas de réseau chez vous, non? Non, c'est pas pour ça, c'est qu'on a eu la question. Oui, on avait évacué déjà. On avait posé des questions de par rapport aux fondations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on en est du recrutement du nouveau directeur des services techniques? On n'a pas parce qu'on a eu dans la gazette, le directeur des services techniques, ça sera donc Pierre Geneste, qui nous vient d'une commune à côté de Provins, de Langis. Il est directeur des services techniques aussi, d'une structure plus importante que celle d'Aigleton. Et il rentrera en service le 1er septembre, et Dominique partirait le 24 août au département. Voilà. Voilà, c'est pas l'année, donc, mais sincèrement, entre nous, je pensais que le changement au niveau des élections municipales amènerait beaucoup de candidatures. Je pense que ça n'a pas été le cas quand même. On a un ingénieur de Montbronneuf qui a postulé. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne rentre pas dans les clous. C'est un ingénieur méthode. Donc, c'est comme on fait du tout, quand il faut monter un dossier de DETR, quand il faut avoir des connaissances techniques, bon, ça aurait été bien. Et surtout qu'il a 55 ans, c'est difficile de se mettre dans le métier. Voilà, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous libérer. Et puis on va vous laisser un peu tranquille jusqu'au 27 septembre. Voilà.